Nous passons physiquement maintenant au deuxième panel. Il sera modéré par Monsieur Nathanaël Concivo. Je vous donne déjà le thème. Comment favoriser la collaboration personnelle en vue de la création de richesses. Nous appelons ici, sous vos ovations, Monsieur Nathanaël Concivo, modérateur de ce deuxième panel, jusqu'à ce qu'il prenne place. Nous aurons également Monsieur Clana Yeo, que nous demandons d'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive à son siège. Et pour terminer, pour ma part, Monsieur Roger Leboué. Tout à l'heure, il nous a fait une masterclass d'intervention. Est-ce que vous pouvez l'ovationner jusqu'à ce qu'il arrive à son poste? Je pense que le modérateur va nous présenter les autres personnes pour les places manquantes. Mesdames et messieurs, le second panel est ainsi lancé. Bonne écoute. Merci, très cher Nicanor. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à ce second panel. Et comme ça a été annoncé, nous allons échanger sur comment nous pouvons collaborer entre nous. C'est un peu la suite du panel précédent. Et quels sont les ingrédients nécessaires à une collaboration en bonne intelligence qui va nous amener dans la création de richesses, qui va nous amener au succès. Donc, je m'en vais présenter nos intervenants. Je vais commencer par le frère Yeo Clana. Alors, il est directeur général d'une société dans le domaine de l'énergie qui s'appelle le TI2E. Et il est issu de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Mais avant de créer son entreprise, il a acquis de l'expérience quelque part, comme tout à l'heure nous venons d'en parler, chez Schneider Electric, dans un des départements où il était responsable d'un bureau d'études pendant 13 ans. Il est marié, père de 3 enfants, et il est aussi diacre au Temple Chandelier. Bienvenue, frère Yeo. Notre second panéliste, c'est le frère M. Roger Leboué. C'est avant tout un chef d'entreprise. Il a précisé ivoirien, bilingue, marié et père de famille. Alors, son expérience est tellement riche que lorsque j'ai vu sa biographie, dans la communication, je me suis planté quelque part. Il a créé Anthem Consulting, un cabinet spécialisé dans le conseil en organisation et système d'information. Aujourd'hui, il a passé à son fils. Et actuellement, il est PCA du centre médical Ednona, le dernier Kakemono au fond. Et également PDG d'une société de gestion des risques de santé Sogeris. Alors, il va plus nous donner des détails par rapport à sa carrière et à sa formation. Donc, et sans tarder, nous allons inviter 2 autres personnes en dehors de ces 2 professionnels, 2 parties importantes de notre assemblée, à savoir la jeunesse et le comité des hommes. Donc, j'invite d'abord le frère Willy Adja à nous rejoindre, le président de la jeunesse du Temple Chandelier. Président, bienvenue. Nous comprenons donc que son peuple est là. Alors, à sa suite, nous allons recevoir le frère Stéphane Chimou, président du comité des hommes du Chandelier. Bienvenue. Alors, avant que nous puissions découvrir plus en détail qui sont nos panélistes, on va écouter rapidement, en 5 minutes, 2 histoires. Et c'est difficile de faire cela en 5 minutes, j'en conviens. Mais je vous en supplie, donnez-nous quelque chose pour que nous ayons encore le goût de venir le dimanche soir à la soirée professionnelle, au networking, pour encore échanger, pour savoir tout. Voilà, donc donnez-nous
un avant-goût. Donc, je vais commencer par le frère et monsieur Yeo Klana. Alors, à vous. Merci, mon frère Nathanaël. Je voudrais remercier tout le comité des hommes, avec à sa tête le diacre Timou, pour cette opportunité qui nous est offerte pour parler d'un thème aussi important que l'entrepreneuriat, l'indépendance financière et la possibilité donc de s'exprimer, de marquer son temps, son époque et de faire de sa vie une vie utile. Alors, faut dire que de façon succincte, la vision de faire quelque chose, la vision de se projeter, m'est venue très tôt, après donc les études supérieures à Yamoussoukro, avec plusieurs frères du djihad, quand on rentrait sur Abidjan, et dans le cas, on s'entretenait déjà de la possibilité donc de devenir donc des leaders, des hommes qui pourront marquer leur temps. Et dans le cas, on en parlait, et j'écoutais, mais la chose a pris de l'ampleur dans mon cœur de façon secrète. Et quand je suis arrivé à Abidjan, on a fini donc les stages au niveau de donc l'INP Abidjan ici. Je me promenais, il m'arrivait parfois de regarder tout autour de moi et de voir donc des débris de ferraille que les Abidjanais aimaient jeter à la poubelle, de regarder tout autour de moi et de voir que les garages, mais la mécanique, jetaient même la ferraille qui laissait pourrir la ferraille. Et je me suis mis à m'imaginer avec un haut four qui allait pouvoir donc récupérer toute cette ferraille-là, la fondre et forger donc des métaux. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas de haut fourneau en Côte d'Ivoire. L'idée m'est venue automatiquement. La pensée, alors j'ai commencé à la mûrir. Mais que faire? Comment réaliser un tel projet? Tout est parti de là. La vision m'a donc forgé une mentalité. J'ai commencé par travailler, comme tout à l'heure le frère l'a dit, à Schneider. Schneider qui est une boîte donc d'électricité qui vend donc du matériel, qui conçoit et qui commercialise du matériel dans le monde entier. J'ai commencé et j'avais toujours cette vision. Voilà, de pouvoir donc créer. Mais créer quoi? Alors, je me suis mis donc à travailler avec acharnement pour le groupe Schneider, au point où j'ai pu révolutionner le bureau d'études. Le bureau d'études qui était assez balbutiement au moment où j'arrivais a pu donc se réorganiser en un bureau d'études avec les logiciels et tout le matériel adéquat pour pouvoir donc soumissionner à des appels d'offres internationaux. Et après 13 ans, ben, je n'avais plus rien à prouver. Après 13 ans, le bureau d'études était assis, fonctionnel, que je sois là ou pas. Je me suis dit, tiens, ne serait-ce pas le moment, parce que plusieurs m'interpellaient, mais tu es encore à Schneider? Après 13 ans, j'ai dit, oui, je suis toujours à Schneider. Et certains se riaient et se moquaient parce que je faisais partie de ceux qui avaient le plus duré, effectivement, parce que il y avait une régulière rotation d'employés qui venaient, qui partaient, travailler ailleurs. Quant à moi, j'étais toujours là. Et je disais au Seigneur, s'il reste le moment. Alors, c'est en ce moment-là que, effectivement, je vais recevoir une aubaine, une opportunité, comme on le dit.
qui va concrétiser moi ma vision. La vision que j'avais de pouvoir donc créer quelque chose de moi-même et de la mettre donc et de pouvoir créer la richesse et m'exprimer sur la terre des hommes. Alors je vais recevoir donc une opportunité de la part d'un grand groupe. À l'époque, c'était le groupe Atlantique Télécom, qui va donc installer en Afrique de l'Ouest des antennes de communication GSM. Alors, on m'a demandé si j'étais intéressé. Mais bien sûr que oui, j'étais intéressé. J'ai donc accepté. Mais il fallait forcément démissionner du groupe Schneider. Et c'était en 2011, au moment où la crise que vous connaissez était en train de prendre forme. Et on m'a traité de fou. Parce qu'en ce moment-là, démissionner, c'est aberrant de démissionner pendant que la guerre s'annonçait et que la crise faisait rage. Ben, j'ai donc démissionné malgré cela. On ne me croyait pas. On ne me croyait pas, donc mes patrons à cette époque-là n'avaient pas pris les précautions d'usage. Parce que c'était pris comme si c'était du chantage et que je n'allais pas partir parce qu'après, ben, j'allais revenir. Malheureusement pour eux, heureusement pour moi, j'ai donc effectivement pris à bras le corps ma vision et je suis parti. Je suis parti automatiquement. J'ai reçu donc l'opportunité de développer sur tout le Togo, du nord au sud, des antennes GSM qui fonctionnaient avec des batteries. Et après cela, je suis allé au Bénin développer la même technologie. Et après avoir fini donc ces deux pays, je suis rentré dans mon pays et j'ai donc créé ce que j'avais à cœur de faire depuis des années. Une boîte qui s'occuperait donc de l'énergie et de pouvoir donc accorder un bien-être à ceux qui sont donc dans le besoin. Pour raccourcir, voici donc comment ma petite expérience, mon petit parcours, d'où est venue donc la création de ma structure qui aujourd'hui que je gère, qui comporte une vingtaine d'employés et qui se déploie un peu partout pour pouvoir donc apporter satisfaction à la clientèle. Merci. Merci, M. Yeo, pour ce résumé de parcours. Donc, nous faisons la transition rapidement vers M. Roger Lopoué. Alors, parlez-nous un peu de votre vécu. Ok. Alors, nous avons commencé en 2011. Précisément, on a ouvert nos portes le 18 juillet 2011. La crise venait à peine de finir quand on a ouvert. Je suis heureux de comprendre que ce soir, je ne suis pas le seul fou, mais nous sommes nombreux. D'accord? Et on a ouvert avec un médecin cardiologue, mon épouse, Véronique, elle vous salue. Là, actuellement, elle est hors de la Côte d'Ivoire jusqu'en fin de semaine. Donc, un médecin, une aide-soignante, une secrétaire comptable et un chargé de finances et de développement, votre serviteur. On était 4 personnes quand on a ouvert en 2011. Nous étions sur une superficie de 70 mètres carrés, en plein plateau. En 2020, nous sommes, sans me compter, nous avons 55 personnes qui travaillent avec nous, dont 18 médecins vacataires. Parmi eux, on a 8 cardiologues. On a 37 employés permanents. Nous sommes sur une superficie de 400 mètres carrés. Nous avons une totale immobilisation de 329 millions de francs CFA. Nous avons, en termes de rémunération, payé en 2020, nous avons payé pour 216 millions de francs CFA de salaire, sans compter le mien, parce que je suis toujours le dernier à être payé. Excellent. Et parmi ces 216 millions,
on a 57% d'honoraires de médecins. Alors, nous sommes installés à Abidjan, au plateau, à Paris Village. Nous sommes installés aussi à Agboville. Nous sommes installés aussi à Bangourou. Et bientôt, il y a 2 autres villes que j'ai l'intention de développer avant la fin de l'année. Alors, comment nous faisons? Quelles sont nos clés de réussite? On a un projet de transformation qui est très clair, transformation et développement, qui est vraiment à maturité, parce qu'il a été revu tous les 2 ans depuis que nous existons. Nous avons des partenaires financiers et techniques bien identifiés avec qui nous travaillons. Nous avons une équipe de professionnels qualifiés et qui connaît très bien son travail, qui travaille selon les procédures que nous avons inculquées. Et nous avons un marché très grand ouvert dans la région où nous sommes implantés. Je parle de la région ouest africaine. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Véronique était à l'Institut de cardiologie et moi, j'étais à la zone franche. Bien sûr, après avoir travaillé comme consultant sur plusieurs missions d'audit et d'optimisation de systèmes d'information, j'en suis ingénieur et j'ai un diplôme supérieur en organisation stratégie d'entreprise. Et donc, je travaillais donc sur le projet de la zone franche et particulièrement pour le développement des laboratoires technologiques dont j'étais chef de département. Et c'est comme ça qu'un jour, je reçois un coup de fil, le directeur d'une société, notamment directeur de la SNDI de l'époque, qui me connaissait très bien, qui savait pour qui j'avais déjà fait plusieurs missions d'audit et d'optimisation, qui m'appelle, écoute, j'ai une mission, j'ai envoyé plusieurs cabinets, ils ont échoué, l'image de marque de la société est en péril, j'ai besoin d'un professionnel qui peut nous relever ce défi, mais vraiment dans un laps de temps. Donc, ils m'ont amené un soir, ils m'ont amené tous les dossiers, j'ai regardé, il m'a fait mon planning, j'ai dit, ok, je fais la mission en 45 jours. Il m'a dit, si tu me fais la mission en 45 jours, je te donne ce que tu veux. Donc, évidemment, il n'a pas discuté de ma facture. J'ai fait la mission 45 jours. 45e jour, j'ai déposé le rapport. Et la mission avait lieu où? À l'Institut de cardiologie. Une mission qui portait sur le schéma directeur du système d'information de l'Institut de cardiologie. Et cela m'a permis de découvrir le métier de mon épouse, de comprendre le marché, de comprendre la pertinence de l'affection, de tout ce qu'il faisait. Et là, quand je finis la mission, je me suis assis et je lui ai dit, pourquoi tu perds ton temps là-bas? Elle voulait pas comprendre. Évidemment, le salaire, il est fondamental. C'est de l'esclavage, je vous assure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, je me suis assis, je lui ai parlé pendant longtemps, elle n'a pas compris. Et puis un jour, moi-même, je conduisais tous les matins pour aller à Bassam. Le Seigneur me dit, arrête. Et du coup, partir de Cocody à Bassam devient difficile. Et donc, le seul problème que j'avais, c'était comment parler à ma femme pour qu'elle comprenne que le salaire dont nous vivons, j'allais le jeter et puis commencer autre chose. Et je me suis mis à la prière. Et j'ai eu la force d'en parler avec elle. Et sa réponse m'a fait énormément plaisir et j'ai glorifié Dieu. Elle m'a dit, moi-même, depuis un bout de temps, quand tu prends le véhicule que tu t'en vas, j'ai peur et j'ai envie de te dire, il faut arrêter. Je dis merci. Et ensemble, on s'est mis, on a prié, j'ai préparé ma lettre de démission et je suis allé donner à mon patron. Je lui ai demandé 45 jours de préavis au lieu de 3 mois. 45 jours, je suis parti de là. J'ai créé Antam Global Consulting et on a continué à faire des missions. Et un matin, je me suis assis avec elle et puis je lui ai dit, voilà, si tu sors de là où tu es, d'abord, je veux gagner du temps, donc je sautais quelque chose de fondamental. Il faut que je dise, pendant que j'étais en train de partir, après avoir déposé ma démission, j'ai commencé à avoir peur. J'étais effrayé, frères et sœurs. J'avais peur, j'avais l'impression de partir dans le néant. Parce qu'en réalité, je tenais
c'était mon salaire. Et ma valeur était liée à la carte de visite que je présente. Mais la carte de visite d'une société de 3 milliards de capital, c'est important. J'avais une assurance internationale, les téléphones, j'ai de l'argent, j'ai du carburant. Mais je dois jeter ça. Et je viens de jeter parce que j'ai déposé ma démission. De quoi je vais vivre? De quoi va vivre ma famille? Voici l'inquiétude que j'avais. Et j'ai commencé à prier. La dernière semaine où je dois prendre mes bagages pour sortir de Bassam pour venir à la maison était difficile. Et la nuit, pendant que j'étais en train de dormir, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Et j'étais triste dans mon lit. Et je m'entends dire, comment tu peux être attaché à un salaire? Et je vois les chiffres de mon salaire apparaître comme ça à mes yeux. Et tu veux voir ma gloire. Et j'ai vu une lumière venir comme ça, entrer en moi. Toute la tristesse que j'avais s'est transformée en une joie. Frères et sœurs. Amen. La joie que vous, chaque fois que vous me voyez, quelquefois je suis un peu sérieux, machin. Ceux qui me connaissent bien, savent que je rigole beaucoup, je suis très plaisantin, mais c'est depuis que je suis sorti de là que je suis devenu jovial. Avant, mon visage était comme ça, était serré. Pour ceux qui m'ont connu ici en début de ma conversion, ils savent que mon visage était toujours serré. J'étais toujours comme ça. Mais cette transformation-là, elle a changé énormément de choses. Gloire à Dieu. Et Véronique a compris, quand je me suis assis et que je lui ai fait comprendre que regarde, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Si chaque jour tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu en fais le cumul, à la fin de la journée, tu multiplies par 5, tu multiplies par 4, voilà ce que le centre, le cabinet va sortir. Ça fait X fois ton salaire. Tu veux continuer? Elle m'a regardé. Je suis sûr que ça va marcher. Je lui ai dit, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui m'a sorti de la zone franche. Il est capable de nous accompagner. Gloire à Dieu. Et avant même qu'elle ait eu le temps de réfléchir, elle est partie au travail en lui tend une affectation. Elle n'a même pas demandé d'affectation. On l'envoie au CHU de Yopougon. Mais elle arrive au CHU de Yopougon, il n'y a pas de service de cardiologie, il n'y a aucun matériel, il n'y a rien, il n'y a même pas un bureau. Le directeur n'est même pas prévu même pour la recevoir. Donc elle lui dit non, moi je suis une sémence, on m'a envoyé ici, il faut que je crée quelque chose. Donc de bout en bout, elle réussit à trouver un bureau qui était fermé depuis X temps parce que la chaise avait le pied était cassé. Elle fait réparer avec nos ressources. Elle fait faire la peinture et fait acheter un ECG. Donc elle commence à créer le service de cardiologie. 1 an après, elle s'assoit et me dit chérie, j'ai compris. Je pense qu'on peut partir. Je peux partir. Et c'est comme ça que dès qu'on l'a créé, elle n'a même pas, quoique les gens lui ont demandé de faire un peu comme les autres font, en prenant le certificat ou alors l'autorisation d'un vieux médecin, machin. Non, on a pris l'autorisation en son nom. Elle a arrêté le salaire de la fonction publique et on s'est lancé à l'eau. Excellent. Pour ça. Et vraiment, aujourd'hui, c'est les chiffres que je suis en train de vous dire. Merci et beaucoup. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'il nous conduit tous les jours. Amen. Alors, j'ai voulu vous laisser parler un peu plus parce que lors de nos échanges préliminaires, j'ai senti qu'il y a beaucoup à dire. Alors, il y a énormément, voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dimanche soir. Je rappelle que nos objectifs dans ce panel, c'est d'analyser les blocages à la collaboration fraternelle et proposer des chemins. Nous avons abordé ça un peu dans le panel précédent, mais nous allons également voir les besoins d'accompagnement des aspirants au monde des affaires et proposer le cadre qui a été évoqué. Quel pourrait être ce cadre qui va permettre aux aspirants? Donc, dans nos échanges, lorsque nous parlerons de jeunes ou de novices, ce ne sera pas par rapport à l'âge, mais par rapport à l'ancienneté, à l'expérience dans le métier.
Alors, j'ai une première question pour le président de la jeunesse. Je rappelle que le frère Adja est ingénieur informaticien, chef de projet au niveau de Bennett. Alors, président, que pensez-vous, donnez-nous un aperçu des profils professionnels de vos jeunes. Alors, est-ce que c'est plus des employés, c'est plus des entrepreneurs ou plus des indépendants? Ok. Avant tout propos, je voudrais dire merci au comité des hommes, avec à sa tête le président, voilà, mon responsable Timou. Merci aussi aux pasteurs pour leur présence. Le profil des jeunes, je peux dire, c'est beaucoup plus salarié et indépendant. Voilà. En parlant de salariés, il y a plusieurs jeunes qui sont diplômés et qui, bon, espèrent avoir du boulot. Il y en a plusieurs aussi qui travaillent déjà, par la grâce de Dieu. Et en parlant d'indépendants, bon, il y en a qui font des petits métiers par-ci, par-là. Et peu d'entrepreneurs. Mais mon vice-président, lui, c'est un grand entrepreneur. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je m'avais posé la même question à M. Stéphane Chimou. Je rappelle que vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le leadership commercial et passé par Coca-Cola dans plusieurs pays en Afrique et actuellement directeur général de Upfield. Et donc, si vous mangez du Blue Band ou du beurre amand, sachez que c'est lui qui est derrière. Donc, alors, vos hommes, quelle est un peu la représentation, quel est leur profil professionnel? Voilà, donc merci Frère Nathanaël. Je pense que c'est tout l'objet de ce programme qu'on est en train de faire en réalité, parce que nous sommes aujourd'hui, lorsque nous regardons dans cette église, il y a beaucoup de personnes. Là, quand nous avons fait il y a 4 ans en arrière le recensement des hommes, je pense qu'il y avait aussi quelques femmes, on était autour de 400 personnes professionnelles. Et les profils que nous avions étaient d'abord en majorité, c'était donc ceux qui avaient des emplois salariés. Aussi beaucoup de personnes diplômées, mais qui avaient des activités qui n'étaient pas en rapport avec leur formation de base. Et puis beaucoup d'indépendants. Et je pense aujourd'hui, il y a une vraie nécessité, de pouvoir donc faire cette mise à jour vraiment de ce répertoire en fait en réalité, parce que ça a beaucoup évolué. Il y a eu des départs, il y a de nouvelles personnes, et aujourd'hui je saurais te dire exactement quelle est la structure donc professionnelle de l'Église. Et ça, c'est l'une des choses sur lesquelles on va vraiment s'atteler déjà au sortir de cette semaine, de cette conférence, pour faire cette mise à jour, parce que c'est vraiment nécessaire. Mieux se connaître pour servir ensemble et pour collaborer ensemble. Donc, je pense que je vais juste me limiter à ça. Et je sais que dans le projet, tu as une grosse part à jouer. Voilà. Et donc, on le fera ensemble. Voilà. Merci beaucoup, M. Chimou. Il y a quelque chose que j'ai retenu lorsque M. Yeo parlait tout à l'heure. Il a parlé qu'il a eu une aubaine, il a eu une rencontre, et à partir de là, il a eu voilà, ce premier marché qui l'a permis de démarrer. Alors, M. Chimou, je reviens à vous. Et vu votre expérience dans les multinationales, il n'est pas facile dans ces milieux assez compétitifs pour des professionnels de grimper dans l'organigramme. Alors, comment on fait pour grandir? Voilà, au milieu de l'entreprise, quelle est la bonne attitude et qu'est-ce qui est mis en place pour permettre de pouvoir monter? Et comment, au niveau du chandelier, nous pouvons répéter la même chose? D'accord, merci beaucoup frère. Alors, compte tenu du temps, je ne vais pas parler de mon parcours. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de grâce.
mais aussi il y a du travail derrière. Que je vais peut-être, je vais pas revenir sur ce qui a été dit, certainement je vais insister sur deux aspects pour grandir en entreprise. J'ai plus de 22 ans d'expérience professionnelle, dont plus de 20 ans dans les multinationales de renom. J'ai travaillé pendant 17 ans chez Coca-Cola et chaque fois que des gens me disent mais comment tu as pu faire autant d'années dans une multinationale qui est très stricte en termes de recrutement, mais qui est aussi stricte en termes de rétention des employés. Parce que à Coca-Cola, c'est la compétence, d'abord, les résultats. Et comment tu as pu arriver à faire passer autant d'années chez Coca-Cola, aussi gravir les échelons. Il y a un élément qu'il faut comprendre, qui est fondamental, et je pense que le frère Lobé l'avait souligné tout à l'heure, les entreprises cherchent des compétences. Ça, c'est important. Il faut savoir que personne ne t'embauche et te donne un salaire juste pour tes beaux yeux. Juste parce que tu es gentil. On ne te paye pas parce que tu es gentil. Mais c'est que parce que tu apportes de la valeur ajoutée. Et je veux revenir sur une question qui avait été posée tout à l'heure quand on parlait de quel type de collaborateur on cherche. Et je vais dire une chose, et il faut que les jeunes retiennent cela. Un salarié est un entrepreneur. Notez ça. Si tu es salarié dans une entreprise et que tu n'as pas la mentalité d'entrepreneur, tu ne feras pas carrière dans l'entreprise. Parce que l'entrepreneur, en réalité, le salarié, qu'est-ce que tu es? Et quand tu vas voir la définition du salarié, la définition de l'entrepreneur, tu comprendras. On n'est pas dans le truc où on catégorise le capital et du travail. Mais il faut qu'il y a une chose qui est importante, c'est dire, une entreprise, son rôle, c'est de créer de la valeur. Et cette valeur-là rémunère le salarié et rémunère l'investisseur. Donc, je pourrais parler plutôt de l'investisseur. Donc, dans une entreprise, il y a des investisseurs. Il y a ceux qui ont mis leur argent. Mais celui qui fait tourner l'entreprise, c'est le salarié. Parce que si l'entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfice. Donc, si tu viens dire je suis dans une entreprise juste pour qu'on me paie un salaire à la fin du mois, mais tu n'apportes pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que celui qui a mis son argent, s'il ne retrouve pas le bénéfice qu'il attend à la fin de l'année, tu vas perdre ton boulot. Absolument. Donc ça veut dire que quand tu te réveilles, comment je fais en sorte d'atteindre les résultats? Comment je fais en sorte que l'entreprise gagne de l'argent? Ça veut dire comment je réduis les coûts, je réduis les gaspillages dans l'entreprise, de sorte que celui qui a mis son argent, il trouve ce bénéfice. Donc le salarié est un entrepreneur. À la différence que c'est pas que tu as mis ton argent, c'est quelqu'un qui a mis son argent et toi tu fais tourner l'argent. Tu fais tourner l'argent de celui qui a mis son argent. Donc c'est important. Donc pour revenir à la question, pour dire les multinationales cherchent des gens, des compétences, des gens qui peuvent leur faire gagner de l'argent. Est-ce qu'on se comprend bien? Et c'est pour cela que je vais venir sur deux choses, deux points. Pour ne pas être, il y a deux éléments fondamentaux sur lesquels je vais revenir en entreprise. Parce que le frère a tellement bien défini la compétence, donc la connaissance académique, il faut se former, j'ai remené un peu dessus, l'expérience professionnelle et le savoir-être. Mais je vais beaucoup insister sur le troisième point qui est le savoir-être. Et dans le savoir-être, il y a deux choses importantes qu'on cherche en entreprise. Et vous savez, ceux qui évoluent en entreprise, la compétence qu'on cherche, parce que je vais vous dire une chose, la connaissance académique, vous pouvez sortir des mêmes écoles. Et donc, si on cherche, vous voyez, si on lance un recrutement tout à l'heure, tu vas retrouver, si tu cherches un ingénieur commercial, tu cherches un ingénieur marketing, tu cherches quelqu'un qui est dans les télécoms, tu vas recevoir plus de 1000 CV aujourd'hui. Donc la connaissance académique, les universités sont là, les écoles, tout le monde a des licences, des masters, tout le monde a ça. Ok. Donc ça c'est un élément. Il y a l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est ce que tu as pu faire dans ta carrière. Les gens cherchent l'expérience professionnelle. Ok. Mais il y a un élément, troisième élément qui est
le savoir-être, ce que j'appelle la compétence intrinsèque, c'est-à-dire que ta personnalité. En entreprise, la personnalité compte pour beaucoup. Faut avoir, et dans cette personnalité, je vais rester, il y a beaucoup de choses à dire sur la personnalité, mais je vais retenir que 2 choses compte tenu du temps. Je vais insister que sur 2 choses compte tenu du temps. D'accord, rapidement s'il vous plaît. Alors, premier élément, la responsabilité. On cherche des personnes responsables. Tu vas avoir de la promotion, il faut que tes patrons, l'entreprise voit en toi quelqu'un de responsable. Et la responsabilité est définie comme étant, la responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer et d'en assumer les conséquences. Mais aussi, c'est la charge, la mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il devra rendre compte de ses actes. Alors, je le dis souvent, pour revenir après, il y a 2 éléments, il y a trop de choses à dire dessus. On parle de networking et tout ça. Mais quand tu es dans une entreprise et que tu n'es pas responsable, et la responsabilité n'est pas forcément un poste de directeur, hein, à tous les niveaux que tu es, je vais te dire une chose, c'est que si on t'emploie, on te donne un salaire, c'est que tu as une responsabilité. Sinon, on n'a pas besoin de toi. Si tu es absent et que personne ne te cherche, c'est que tu n'as pas de responsabilité dans l'entreprise. Alors, il faut assumer pleinement ces actes. C'est-à-dire que tu as des objectifs. Si tu dis que si ça doit se faire, si on a un projet ensemble, je dois jouer pleinement ma part dans ce projet. Si j'ai besoin d'informations qui viennent des autres, je dois aller chercher cette information pour faire mon travail de sorte que je délivre mes résultats. Le plus souvent, ce qu'on a avec des gens, et j'ai remarqué en entreprise, et c'est aussi dans le profil des carrières qu'on fait les évaluations en fin d'année, parce que en tant que j'ai été directeur plusieurs fois dans différents domaines, c'est que tous ceux qui passent leur temps à justifier leurs mauvais résultats ne prospèrent pas dans l'entreprise. Parce que il y a 1001 raisons de ne pas avoir atteint ces résultats. Mais qu'est-ce que tu as fait face au problème? Quelles compétences, quelle réaction tu as eues lorsqu'il y avait une difficulté? Parce qu'on paye ceux qui prennent leur responsabilité devant une situation. Merci beaucoup, Président. Et quand le Seigneur Jésus, dans Matthieu 25, donne la parabole des talents, c'est très important parce qu'il s'agit de là vraiment pour résumer la responsabilité. Absolument. Celui à qui il a donné 5 talents, le gars allait travailler, il lui a donné 10. Un autre a reçu 2, il a lui donné 4. Celui qui a reçu 1, il a estimé que c'est pas assez ou bien non, il allait cacher et puis il est revenu dans notre truc. Et le maître a dit que tu es un mauvais serviteur. Mais ceux qui ont multiplié le talent et qui ont produit du résultat, il a dit, son maître lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. C'est là on parle de la promotion. Amen. Tu vas pour une promotion en entreprise, fais bien ton travail, fais progresser l'entreprise et tu auras de la promotion. Merci beaucoup. Le deuxième point rapidement et puis je te laisse la parole. D'accord. 30 secondes. 30 secondes pour le deuxième point, l'intégrité. Je parle de la responsabilité aussi, je t'ai parlé de l'intégrité. L'intégrité, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire c'est l'honnêteté, la probité qu'on fait dans tout ce que nous avons en entreprise. Si tu cherches des raccourcis, tu ne vas pas évoluer. Et il a dit dans Prophète 22, verset 1, la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Et si je fais 17 ans dans l'entreprise à Coca-Cola et je suis allé à Unilever, où j'ai été country manager d'Unilever de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, Unilever nous a donné, il y a une nouvelle filiale de Unilever, c'est une des filiales de Unilever qui s'occupe de la branche alimentaire, et lorsqu'ils ont racheté cette branche alimentaire, ils ont demandé, la compagnie a demandé que Unilever permette que moi je vienne diriger cette filiale pour l'Afrique francophone. Unilever a dit non, attends, il est venu redresser Unilever pour nous, vous ne l'avez pas laissé. Et ma PDG ne voulait même pas que je parte. Il y avait beaucoup de discussions aussi avec la compréhension de mon épouse. J'ai accepté des démissions de Unilever pour pouvoir rejoindre cette nouvelle filiale. Mais une chose qui revenait constamment, c'est que les gens disent, depuis Coca-Cola, on te connaît. Merci beaucoup, effectivement, voilà. Et ça montre qu'il faut... Voilà, merci.
il faut aller, comme ça a été dit dans le panel précédent, il faut faire au-delà de ce qu'on attend de vous. Ça vous permet de vous distinguer. Alors, frère Adja, quelle est votre expérience de collaboration avec des frères et sœurs en Christ? Parce que c'est là l'objet principal de nos échanges. Est-ce que ça se passe bien? Et je pense souvent à la sœur en Christ qui a sa grosse Bible posée sur son bureau, et voilà, son poste de secrétaire, avec des menus haut-parleurs, avec la musique gospel à fond au secrétariat, dans une grande entreprise. Alors, je pense que vous avez des frères et sœurs dans votre équipe au Bénin. Comment ça se passe? Mon expérience de collaboration, c'est bien ça? Oui. Bon, en partant déjà d'ici, hein. Bon, au sein de l'église locale, je m'attelle en tout cas à approcher tout le monde. Approcher tout le monde, et souvent même j'ose frustrer certaines personnes. Je me rappelle que, ne serait-ce qu'avant-hier, une sœur est sortie de l'église, elle a dépassé 3 ou 4 personnes, elle m'a salué, parce qu'elle me connaît. Je lui ai dit, bonsoir chère sœur, tu vas faire quelque chose, retourne et salue les autres. Et concernant la dame au secrétariat, ma collaboration avec elle est une collaboration de petit frère et grande sœur. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas de souci à ce niveau-là. Seulement que, pour dire vrai, je ne vois pas la même chose au niveau de toute l'église. Et j'en venais parce que, en parlant de travail, on gère les jeunes. Et je vous assure, c'est pas facile. On gère les affaires de loyer, on gère certaines affaires pour la nourriture, tout ça. Il y a quelques personnes qui s'approchent de moi pour me demander, on parle toujours de la collaboration, hein, avant d'arriver au travail, des tontons de l'église qui s'approchent de moi pour me demander, il n'y a pas un frère qui cherche, tu connais pas quelqu'un qui fait communication ou ceci ou cela? Je peux les compter du bout des doigts. Et le responsable, le président Timou, en fait partie. Il m'appelle souvent, le Jack Nyakouri aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait communication ou sécurité ou marketing? Je peux les compter. Pour dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne s'approchent pas de nous. Et c'est un blocage dans la collaboration. C'est un blocage dans la collaboration. La Bible dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Matthieu 5. Voilà, donc, je profite de cette tribune-là pour lancer un appel à tous les tontons. Approchez-vous des jeunes. Saluez les jeunes. Demandez qu'est-ce qu'ils font. Ils vous diront ce qu'ils font. C'est du concret. Ils vous diront ce qu'ils font. Je peux compter. Ceux qui m'ont demandé, je cherche un stagiaire, je cherche tel profil, je peux les compter. Au niveau du boulot, la collaboration avec mes collègues se passe aussi bien. Étant au Bénin, je m'arrange en tout cas pour trouver quelques stages à certains jeunes et aussi favoriser leur insertion. Au Bénin, quand je suis entré là-bas en 2014, nous étions 7 de cette assemblée. Et il y a une sœur d'ici, que j'aime bien, Madame Ojo, qui est responsable au niveau du recrutement, au niveau du Bénin. Voilà. Donc par son entremise, bon, quand il y a des opportunités de stage, tout ça, quelques personnes font des stages là-bas. Avec mon chef, tout va bien. D'accord. Juste une précision. Lorsque je parlais de la dame au secrétariat, c'est pour préciser certaines attitudes dans des entreprises. Parce que je suis chrétien, je suis à mon poste de secrétaire, j'ai ma grosse Bible sur le bureau, je mets la musique, voilà. Tous ceux qui arrivent sont obligés de, voilà. Et d'entendre ça, c'est un peu une attitude professionnelle, voilà, pour signifier cela. Ah, ok, c'est une figure de style au voilà, fait. Absolument. Voilà, j'ai pas voilà. pris ça dans ce sens-là. Bon, voilà. Concernant cet aspect-là, rarement ma Bible se trouve sur mon bureau. Ça se trouve plutôt dans mon tiroir. Et pour ne pas mettre de distance entre moi et tous ceux qui ne sont pas de confession chrétienne. Toutefois, j'affiche ma chrétienté, bien entendu, et je m'arrange vraiment à être sympa avec tout le monde. Alors, comment ça se passe avec vos collaborateurs qui sont des chrétiens? Est-ce que côté efficacité, comme ça a été tout à l'heure, côté travail, est-ce qu'on sent une différence nette entre ceux qui ont Christ et ceux qui ne l'ont pas? Est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on sent une différence nette entre le chrétien au travail
voilà, dans votre équipe au Bennett, et puis voilà, ceux qui ne connaissent pas Christ. Pour ma part, je crois que pour intégrer d'abord le Bennett, il faut être bosseur. Qu'on soit chrétien ou pas, j'apprécie le travail même de ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Pas pour se vanter, mais il faut être bosseur. Certains rentrent par des réseaux. Moi, je suis entré, mon réseau, c'était Jésus. Je ne connaissais personne là-bas. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, je ne peux pas voir de nette différence entre le chrétien et le non-chrétien. Voilà, chacun bosse comme il se doit. Et si tu ne travailles pas, bien entendu, bon, tu vas récolter ce que tu auras semé. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que chaque personne a besoin d'un mentor. Et ce mentor a besoin d'un mentor. Et ce mentor également a besoin d'un mentor. Et il dit qu'on ne peut pas s'élever seul en tirant sur ses propres bretelles. Voilà, on ne peut pas monter. Et trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter lorsque vous avez besoin de conseils. Quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez respecter. Si cette personne refuse votre soutien, insistez et persistez. N'attendez pas que l'on fasse de vous un élève. Soyez proactif et faites de quelqu'un votre enseignant. Pour revenir sur ce que le président vient de dire, il faut faire un pas. C'est très important. Et voilà, je vais écouter les deux autres personnes, commençant par le frère Loboué. Alors, je pense que le frère Loboué a quelque chose de particulier. Lui, sa collaboration, et le frère Yeo également, c'est aller au-delà de frères et sœurs en Christ. Et lui, il est allé même à s'associer avec son épouse. Alors, comment ça se passe? Est-ce que la maison ne vient pas au bureau? Et quelle est votre expérience de collaboration avec d'autres frères en Christ? Ok. Alors, je vais vous dire, nous en sommes là par la grâce de Dieu, comme je dis tout à l'heure. Et donc, nous prions, nous allons au travail et nous rentrons à la maison, nous travaillons. On a plusieurs espaces de travail à la maison. Au dressing, dans la chambre, au bureau. Quelquefois, on fait des réunions. Mais alors, j'ai appris quelque chose. Et je voulais vraiment partager avec vous. Il y a beaucoup de couples ici. Je vais vous dire. Quand on est marié, l'un et l'autre est partenaire. Dès lors que nous sommes partenaires, nous regardons dans la même direction. À partir de ce moment, nous avons une vision commune et main dans la main, nous avançons. Alors, nous les hommes, nous avons ceci de particulier et comme responsabilité. C'est de faire en sorte que la femme ou le partenaire, enfin l'un et l'autre, que le partenaire ne se retrouve jamais en face de toi. Vous comprenez l'image? Comment? Faire en sorte que le partenaire soit toujours à tes côtés, pour que vous regardez ensemble dans la même direction. Mais si tu ne fais pas attention et elle passe en face de toi et que vous vous regardez face à face, mon ami, elle devient un obstacle pour toi et toi tu deviens un obstacle pour elle. Vous comprenez? Donc, nous essayons, par la grâce de Dieu, d'avoir toujours la même vision et d'avancer. Alors moi, j'ai pris l'habitude de préparer toutes les réunions. Et mes réunions, je les prépare à la maison. Je prépare avec elle. Dès qu'on a fini de préparer, on a fini de prier, ou alors avant de dormir, ou tôt le matin, on échange sur un sujet, mais en fait, je veux son avis sur une décision que je veux prendre. Parce que je ne veux pas la voir choquée par une décision et qu'elle se retrouve en face, à s'opposer. Donc je prépare, j'ai son avis et je sais un peu la tendance éventuelle. Quelquefois, je lui pose franchement la question, voilà ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que tu en penses? Et même si elle n'est pas d'accord, je sais quand même de la convaincre avant d'avoir son assentiment, avant de décider. C'est vrai, au départ, elle était directeur du centre de cardiologie parce que moi, j'étais
sur Anthem. Et après, il y a d'autres choses sur lesquelles, bon, je ne suis pas revenu là-dessus, que nous avons créées. D'accord? Mais au fur et à mesure que le cabinet est devenu centre de cardiologie, et puis après, sur instruction du ministère de la Santé, centre médical spécialisé, ça a commencé à prendre beaucoup de valeur. Donc, il était important qu'on inverse les rôles. Donc, moi, je suis passé directeur. C'est vrai que, par ailleurs, j'ai d'autres fonctions, mais là, je suis passé directeur, et elle est passée directeur médical, directeur général adjoint. Mais j'ai toujours son aval sur les points sur lesquels je dois prendre des décisions. D'accord. Merci. Je prépare tout. Toutes les réunions se font à la maison, quelquefois à table à manger, à la salle à manger. Quelquefois, vraiment, quand c'est difficile à la douche. Mais dans tous les cas, on s'arrange à la maison avant de sortir. Merci. Pour ne pas que, comme on dit, pour ne pas que drapette, quoi. Voilà. Merci. Alors, frère Yeo, à votre niveau, comment ça se passe? C'est bon? Ok. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question rapidement, dire que dans le sens de la collaboration, j'avais quelque chose à rajouter. Le panel 1 en a déjà fait l'éloge, mais il faut dire que je voudrais dire au président et à toute la jeunesse qui nous suit que nous sommes tout à fait disponibles pour la jeunesse. Voilà, nous sommes tout à fait disponibles pour la jeunesse. J'ai ici parmi vous un stagiaire qui est avec moi, le frère Claude, voilà, qui m'a été recommandé donc par l'ancien Nebou et qui est donc stagiaire chez moi. Il y a des années en arrière, nous avons donc recruté également un frère du Chandelier, mais comme malheureusement dans le sens de la collaboration, qui dormait sur le chantier. Voilà, un frère qui dormait sur le chantier, je veux le dire pour choquer, et puis en même temps pour que la porte ne soit pas fermée aux frères qui sont en demande de stage et qui doivent donc se prémunir ou bien prendre leurs précautions pour éviter de tels comportements, parce que dans la collaboration, un stagiaire ne doit pas dormir sur le chantier sous prétexte que c'est mon frère, le DG c'est mon frère et qu'il ne peut pas me chasser, il ne peut pas me licencier. Mais malheureusement pour ce frère, il a été licencié. Voilà, il a été licencié parce que il dormait sur le chantier, il répondait pas donc aux prescriptions du client, là où je l'envoyais. Du coup, la collaboration a été négative. Voilà. Ces choses ont été mentionnées en sa présence et il a reconnu les faits. Donc voilà pourquoi il y a eu licenciement. Donc pour interpeller toute la jeunesse, que la porte est ouverte pour tous les frères et toutes les sœurs qui cherchent un stage, même un premier emploi, mais par contre, la collaboration ne doit pas être dans un seul sens, c'est-à-dire qu'il doit fournir des efforts, il ne doit pas dormir, il ne doit pas être paresseux, comme ça a été déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter en ce qui concerne donc la collaboration. En ce qui concerne, oui, la question. En ce qui concerne avec votre épouse, comment ça se passe? Alors, il se trouve que mon frère et moi, nous deux, nos épouses dans nos entreprises. C'est une coïncidence. Effectivement, mon épouse et moi, nous travaillons ensemble. Elle est assistante comptable auprès du comptable qui est un frère en Christ. Et avant de créer l'entreprise, j'ai eu sa main d'association. Voilà, je peux dire comme ça, j'ai eu sa main d'association parce que lorsque j'ai eu la conviction de partir de Schneider Group et de créer mon entreprise, ben, j'ai demandé son avis. J'ai demandé son avis. À l'époque, elle travaillait également dans une entreprise d'avocats, dans un cabinet d'avocats. Bien sûr, le salaire était ce qu'il était, mais j'ai demandé son avis. Elle m'a donné le OK. Elle m'a donné le OK. Je vous assure que son OK était un soulagement pour moi, parce que dans les 3 premiers mois, quand je ne pouvais plus lui assurer donc le minimum quotidien, il a fallu qu'elle accepte d'abord et se charge donc de nourrir les enfants, pendant que moi je n'avais pas la possibilité de le faire. Voilà, donc son assentiment, sa main d'association m'a été très bénéfique. Et c'est ce qui m'a donné des forces, par la grâce de Dieu,
d'aller de l'avant. Alors, quand l'entreprise a été établie et que les marchés ont commencé à nous permettre de vivre, je lui ai dit, mais comme mon frère l'a dit tout à l'heure, viens ensemble, nous allons construire ce qui a été bâti, ce qui a été donc sémé. Nous avons sémé dans la douleur, nous avons sémé ensemble dans la souffrance. Alors nous avons trouvé opportun de mettre nos synergies ensemble pour faire croître ce qui a été sémé. Alors, au quotidien, comment ça se passe? Au quotidien, elle est dans son bureau avec le comptable. Elle me permet donc d'avoir un œil. Okay. Elle espionne donc. Voilà. Absolument. Absolument. Elle me permet de voir la comptabilité à distance quand je ne suis pas là. Dans mes missions et dans mes voyages, elle me fait un compte rendu fidèle. Quoi de plus normal? Ensuite, elle m'apporte aussi, bien sûr, elle n'est pas du domaine de formation de l'entreprise, parce que l'entreprise est dans le domaine de l'énergie. Elle est plutôt dans le domaine de la comptabilité. Mais par contre, dans la gestion, donc des ressources, nous nous concertons. Voilà, nous nous concertons par rapport donc à tel investissement qu'il faut faire. Est-ce que cet investissement est opportun? Est-ce que le montant en vaut le coup? Est-ce que les retombées peuvent nous permettre donc d'engranger des bénéfices au sein de l'entreprise? Nous en discutons. Et quand bien sûr il y a des décisions importantes à prendre, je ne les prends pas seul. Dans la prière, en collaboration avec mon épouse, nous décidons donc des décisions à prendre quant à savoir s'il faut avancer dans telle direction ou l'autre. Rapidement, comme il ne reste que 5 minutes, nous avons par exemple à un moment donné de la vie de l'entreprise, vu la croissance que nous avons et vu donc les attaques multiples auxquelles nous étions soumis par certains qui voulaient donc dérober voilà, des marchés et des fonds financiers. Ensemble, nous avons décidé de prendre un avocat qui allait donc défendre les intérêts juridiques de notre entreprise. Et ça, je l'ai fait avec elle. Je l'ai associé et elle m'a donné des idées. Et l'avocat que nous avons donc coopté, qui donc nous oriente dans les choix juridiques, a été proposé par elle. Et c'est cet avocat-là qui fait un merveilleux travail et qui nous conseille sur toutes les lois que la Côte d'Ivoire, que l'État ivoirien a mis en place pour permettre aux entreprises, aux PME de fonctionner correctement. Voilà un peu comment nous collaborons. Merci. Excellent. Je pense que on va refaire rapidement un tour de table pour écouter vos mots de la fin par rapport à ce cas de collaboration. Donc, je passe directement au frère Roger Loboué. Ok. Merci infiniment. Je voulais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est concernant les frères avec qui nous travaillons. C'est dommage. C'est dommage qu'ils prient beaucoup. Et ils prient beaucoup trop. Ils ne veulent rien lire en dehors de la Bible. Mais vous avez un diplôme à un certain niveau. Vous n'avez lu aucun autre bouquin pendant 5 ans, 10 ans. Mais mon cher ami, t'es off. Tu es dépassé. Parce que tu n'es même plus actuel. Même dans ton propre domaine d'activité, tu n'es plus actuel. Et c'est dommage. Alors, moi, je paye bien, mais je n'hésite pas à virer. Et surtout les frères. Ah non, je suis intransigeant avec eux. Parce que pour moi, ils doivent donner l'exemple. Moi, je sais de donner un exemple. Je dis pas que je suis exemplaire. Mais, pour moi, tu es chrétien, tu dois être un modèle. Donc, si du point de vue professionnel, tu es médiocre, je me sépare de toi. Concernant le mentoring, ailleurs, quand tu atteins un certain niveau, tu as un certain âge et que tu as un certain nombre d'années de savoir-faire, tu ne vas pas à la retraite sans trouver un jeune à qui tu peux transférer
des compétences, des connaissances, vraiment, et l'accompagner dans son développement. Mais ici, quand tu vas vers la retraite, tu vas devenir planteur, comme les gens avec qui tu as fait école primaire au village là, ils sont experts là-bas. Toi, tu es expert ici, tu vas sur le champ d'action pour venir avec ton argent, mais bon, bouffer ton argent, et tu ne sais pas faire là-bas. Pourquoi tu ne te mets pas en mentor pour accompagner des jeunes gens? Je travaille sur plusieurs dossiers, avec ta permission, je ne vais pas être long. On travaille actuellement sur, je suis membre de ce qu'on appelle le Conseil national des branches professionnelles. C'est l'institution nationale qui travaille sur la réforme de l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. J'ai expliqué, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, que si tous ceux qui ont plus de 15 ans de vie professionnelle ont envie de quitter et puis de créer quelque chose. Mais évidemment, ils sont dépassés parce qu'ils sont restés focalisés sur un domaine précis. Ils ont un bon savoir. Ils savent donner des conseils. Mais alors, pourquoi ne pas créer autour de celui-là à peu près une dizaine de jeunes gens dont tu deviens partenaire et mentor pour les accompagner dans le développement. Lui-même, ça va arranger sa retraite et les jeunes gens, ça va leur permettre d'être épanouis pour créer de la valeur. Et puis, c'est du gagnant-gagnant. Mais malheureusement, quand ils ont un peu d'argent, ça va faire plantation au village. Comme le temps de nos grands anciens, grands-grands-pères, parce qu'ils ne font pas avec mécanique. Tout à fait. Merci beaucoup. Et c'est dommage. Je pense qu'il faudrait que nous changions notre manière de réfléchir et je pense que ça peut nous apporter à nous-mêmes de la valeur et ça peut pérenniser beaucoup de choses. Merci pour cet excellent conseil. Mais avant de conseil. terminer, je voudrais vraiment dire merci aux organisateurs de ces journées. Je suis chrétien depuis un bout de temps. Avant d'être chrétien, j'étais professionnel. Pur professionnel. Et dans l'église, je vois des gens qui prient et des gens qui sont bénis par Dieu. Mais malheureusement, il y a plusieurs réunions où je vais, je ne vois pas de chrétiens. Comment vous faites vos affaires? Je suis référent au CPC sur l'environnement des affaires. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis un énorme dispositif pour permettre la création d'entreprises. Et pour permettre que les entreprises qui se créent se développent. Des exonérations d'impôts. Vous allez même jusqu'à demander des agréments à l'investissement. Vous êtes exonéré d'impôts pendant 5 ans à Abidjan. Quand vous créez à l'intérieur, vous avez 8 ans d'exonération, 15 ans d'exonération quand vous allez dans une sous-préfecture. Excuse-moi, j'en arrive. Personne dans cette salle-là, on est en train de tirer à la fin. Personne n'en a fait cas. Est-ce que vous êtes au courant? Comment vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas au fait des lois et des règles qui existent pour la création de la richesse? Je suis membre au patronat. J'ai été pendant 5 ans membre du conseil d'administration du mouvement des petites et moyennes entreprises. J'ai rendu ma démission pour une question de principe. C'était en 2017 quand j'ai rendu ma démission. Je ne vois pas des chrétiens. Vous faites comment? Très belle question. Vous faites comment? C'est une interpellation à plus d'excellence, comme on l'a dit. Le succès, ça ne se décrète pas, ça se construit. Alors, frère Adja, votre mot de la fin? Comme mot de fin, comment favoriser la collaboration interprofessionnelle en vue de la création de richesses? Il faut d'abord briser tout ce qui est distance sociale. Tout ce qui est distance sociale, ça va favoriser le rapprochement entre les frères et les sœurs. Et aussi, concernant les préjugés, j'aime à le dire, les chrétiens ne sont pas paresseux. L'Afrique est paresseuse. 90% des Africains sont paresseux et 10% travaillent. Et c'est cette même proportion-là qui se retrouve à l'église. Donc, à l'église, on a 90% paresseux et 10% qui travaillent. Donc, c'est une manière de parler, en fait. Voilà. Pour dire que l'Afrique est paresseuse. L'Afrique est paresseuse. Donc, il y a des préjugés. Je crois qu'il faut donner la chance. Bon, on ne parlera pas de chance, mais l'opportunité
à celui-là qui veut faire quelque chose. C'est mon mot de fin, rapidement. En 2010, j'ai fini mon année d'ingénieur en juin. Et en juillet, je travaillais déjà dans une entreprise. J'ai fait 2 mois et j'ai démissionné pour aller faire un stage parce que je voulais soutenir. Et ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que nos œuvres parlent de nous. Déjà, à l'école, j'avais des œuvres. Je suis développeur d'applications. Et notre modèle Jésus, ses œuvres parlaient à sa place, au point où il ne pouvait même pas rentrer dans une ville. Donc, si nous partons à l'école, au sorti de là, nous ne savons même pas vendre un bic, et nous avons un diplôme en marketing, on va taper poteau, c'est clair. On va taper poteau. Il faut être compétent. Et comme on fait la promotion des incompétents dans nos pays, donc on n'avance pas. Merci beaucoup, Président. Il faut être compétent. Voilà, je termine par cela. Il faut aussi un accompagnement spirituel. Et cet accompagnement spirituel, c'est au travers de la parole de Dieu, au travers des pasteurs. Quand nous lisons la Bible, nous avons des Joseph. Les réseaux sont importants, mais Joseph n'avait pas de réseau. Son seul réseau, c'était Dieu. Et on a vu ce qui s'est passé. Daniel n'avait pas de réseau à Babylone. Mais c'était le chef des sorciers. Pourquoi? Parce que c'était un bosseur. Donc, il faut briser la distance sociale. Il faut être travailleur. Et je crois que si nous rentrons dans cette dynamique-là, on pourra créer suffisamment de richesses pour que cela suffise au corps de Christ. Absolument. Daniel, qui était le chef des sages de Babylone. Alors, et je passe au frère Yeo pour son mot de la fin avant de venir à M. Timon. Ok. Alors, mon mot de fin va être très simple, en passant par le remerciement au comité des hommes qui a bien voulu établir cette lucarne pour que nous nous adressions à nos jeunes frères qui hésitent encore à se prendre en charge. Je voudrais leur dire, la création des richesses passe toujours et nécessairement par une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pourrez pas vous battre. Et ensuite, il ne faudrait jamais négliger les faibles commencements. C'est par quoi vous passerez pour réussir. Et enfin, comme Isaac, il faut s'aimer pendant qu'il n'y a rien, pendant qu'il y a la famine, pendant qu'il y a le désert, pendant qu'il ne pleut pas. C'est là qu'il faut s'aimer. Selon Genèse 26, Isaac a sémé pendant la famine. Et la Bible nous dit qu'il récolta cette année-là une abondante récolte. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Timon, votre mot de la fin. Voilà, donc merci. Je voudrais simplement dire à l'Assemblée et surtout à l'endroit de la jeunesse, il n'y a pas de barrière. Vous avez dans cette église des mentors, des leaders. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas intimider par les personnes ou par le titre. En réalité, lorsque nous sommes ensemble dans une église, nous sommes tous frères et sœurs. Mais il y a une chose qui est très importante et je pense que ça a été déjà soulevé et je vais revenir dessus encore en termes dans ma conclusion. Le réseau dont on parle, pour moi, le réseau est un moyen. Mais c'est votre valeur qui va faire que vous allez réussir dans le domaine où vous êtes. Si un frère est dans une entreprise, vous avez peut-être votre petite structure et vous passez un marché, la manière dont ce marché sera exécuté va être pour vous une porte d'entrée à d'autres personnes ou à d'autres frères. Mais si ça n'a pas été exécuté comme indiqué,
personne ne viendra vous passer un marché. Parce que celui qui vous donne le marché, il prend le risque dans son entreprise de vous confier ce marché. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que prenez garde de la manière dont vous construisez. Parce que si vous faites écrouler l'édifice, vous fermez la porte à d'autres personnes. Et cela doit être vraiment bien compris. Parce que nous sommes dans un monde qui n'a pas de... C'est-à-dire qui cherche à nous oppresser, nous les chrétiens. Ce que les autres font, n'ont pas des réseaux des autres. Mais ce n'est pas les chrétiens. Ils ont tous les moyens de se protéger, de se couvrir. Même dans le montaron dont on parle. Mais en réalité, nous les chrétiens, les gens sont beaucoup plus exigeants avec nous que par rapport aux autres. Et j'en suis un exemple. Parce que les gens sont beaucoup plus exigeants avec nous dans les entreprises. Si tu prends un frère et que le frère tombe dans une malversation, toi-même qui l'a fait venir là, tu fais partie, tu te fais pardon, tu vas l'accompagner. Et cela est très important. Donc, le réseau est là. C'est pour faciliter les choses. Moi, je crois que pour moi, c'est une facilitation. Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de bénéficier d'un quelconque réseau, que ce soit dans l'église ou des trucs. Mais, par contre, j'ai aidé beaucoup par ma position. Mais en même temps, comme je dis tout à l'heure, l'intégrité fait partie de mon l'émotive, en fait. C'est ma vision des choses. C'est ma personnalité. Si je te vois, tu n'as pas la compétence pour le travail, je ne vais pas te donner. Pour être honnête, il faut être clair, il faut être honnête. Et c'est pour cela que quelqu'un parle d'ici de la formation. Formons-nous. Mettons-nous à jour. Oui. Et s'il y a moyen, et c'est pour ça qu'on va créer ce club de business, on va aider les frères. Même serait-ce que un CV, tu demandes un CV. Le frère, le président en parlait tout à l'heure. Le CV arrive. Toi-même, tu as envie d'arranger le CV avant de transmettre aux ressources humaines de ton entreprise. Parce que tu sais que si ça passe là-bas, là, ils vont rejeter. Ils vont même pas l'appeler pour l'entretien. Soyons honnêtes. Il faut qu'on le dise, on se dise, et c'est pour ça que Dieu nous a permis de mettre le doigt sur ces choses-là pour créer un réseau. Ben c'est un réseau de compétences. Absolument. Donc, formons-nous. Essayons de faciliter donc cette approche. Mais dites-vous que dehors, les gens sont plus exigeants envers nous que par rapport à eux, leur propre réseau. Mais c'est eux qui ont le capital. Merci beaucoup, Président. Voilà. Merci. Alors, je vais rapidement prendre deux questions. Deux questions s'il y en a. D'accord. Il n'y a pas de questions. Donc, dans ce que nous avons entendu, c'est d'abord de la compétence. Parce qu'un réseau, par définition, c'est un ensemble d'éléments interconnectés qui donnent une certaine fonction. Donc, le réseau, la force du réseau réside dans la force de ses membres. Donc, il faut d'abord que nous soyons compétents et qu'il y a des valeurs comme l'intégrité, également et le sérieux dans le travail. Et ainsi, nous pouvons donc grandir ensemble. Je voudrais remercier les différents panélistes. Merci beaucoup, frère Roger Loboué, pour votre disponibilité. Merci au frère Willy Adja. Merci au frère Stéphane Chimou et au frère Klana Yeo. Et l'échange a été très bref. Je vous invite le dimanche après-midi pour faire connaissance, pour briser la barrière, faire le pas vers l'autre, pour découvrir l'autre, afin que nous puissions être bénis ensemble. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci à nos différents panélistes.